plus haute. Ouais. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère qu'on m'entend. Alors, est-ce qu'on m'entend? Ah, super. Bon, alors on va attendre un petit peu. Je me suis connectée un peu tôt peut-être. On va attendre un petit peu. Voilà, donc c'est reparti. Bonsoir à tous, je disais. Bienvenue. Donc ce soir, je voulais qu'on discute de ce qu'on appelle les enquêtes paranormales sur le terrain. Donc en fait, toutes celles que vous voyez sur YouTube, il y a un peu à prendre et à laisser sur, sur YouTube. C'est pour ça que j'avais envie qu'on en parle un petit peu. Déjà, qu'est-ce qu'une enquête paranormale? C'est très souvent des groupes qui se mettent en place et qui vont dans des lieux qui sont réputés hantés pour obtenir des preuves, ou ce qu'ils appellent des preuves de l'existence des fantômes, des esprits, des âmes, des entités. Leur but, c'est de récolter tout ce qui est phénomène, signe, et surtout d'en être les témoins. Parce que ce qui est important de savoir, c'est que la plupart de ces gens sont tous des passionnés du paranormal, se posent tous des questions et ont décidé ensemble d'aller directement sur le terrain pour vivre des expériences qui vont leur apporter la plupart du temps beaucoup d'émotions. Il faut savoir que l'enquête paranormale, c'est pas quelque chose de nouveau, même si aujourd'hui on en voit beaucoup et que depuis une quinzaine d'années on en voit de plus en plus. C'est uniquement parce que le matériel technologique est devenu accessible. En réalité, l'enquête paranormale, elle existe depuis l'Antiquité. Sauf que, ben, évidemment, à l'époque, on n'avait pas de moyens de diffuser ce qu'on estimait comme une preuve de l'existence des fantômes. Il y a des livres qui ont été écrits, il y a des philosophes et des penseurs qui en ont parlé, mais ça s'est arrêté là, étant donné que forcément la diffusion des informations était beaucoup plus difficile qu'elle l'est aujourd'hui. À ça, il faut rajouter l'arrivée des courants religieux qui ont bridé l'existence des fantômes et les phénomènes paranormaux et qui ont associé des phénomènes paranormaux à l'incarnation du diable. On a eu des chasses aux sorcières qui se sont lancées aussi sur les personnes qui ne faisaient que chercher la vérité. Et forcément, on n'en parlait pas beaucoup. Voilà, donc je vais dire coucou à tout le monde. Salut Ellie, salut Coralie, Raphaël, Alicia, coucou. Je sais pas, j'ai dû louper plein de monde. Gérald, bonjour. Où est-ce que j'en étais? Du coup, oui. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à devenir ce qu'on appelle un chasseur de fantômes? On a plusieurs catégories. D'abord, on a les excités du show, ceux qui vont vouloir faire des buzz sur YouTube et sur Facebook et qui ont peu de scrupules à faire de l'effet spécial et des effets spéciaux sur leurs vidéos pour obtenir des vues. Donc si cela on les écarte, il y a énormément quand même de personnes qui veulent vraiment trouver le moyen de communiquer avec l'invisible et de le partager tout bêtement, de le partager à d'autres et de partager leur passion. Ils sont capables d'aller très très loin dans l'espoir de capturer une photo, un son, une image, une vidéo pour propager tout simplement une certitude qu'ils ont
la simple certitude que la mort n'est pas une finalité en soi et qu'il y a autre chose après. Ensuite, on a les personnes qui vont aller sur place dans des maisons hantées avec tout leur matériel, dans l'unique but d'avoir du frisson, de se frotter au diable et de montrer qu'ils sont capables d'aller au-delà de leur peur. C'est discutable, à mon sens, c'est une approche très personnelle. Je ne pense pas que ça soit très bon pour la santé, ni mentale ni physique, d'aller se frotter à des entités juste pour avoir une soirée frisson. Après, chacun voit midi à sa porte. Si c'est ça qui les fait kiffer, ma foi, pas de problème. Si vous avez des questions sur les raisons qui poussent des gens à devenir des chasseurs de fantômes, n'hésitez pas à les poser. Je ne vais pas les voir de suite, mais j'ai mon copilote qui va les noter et j'y répondrai dès qu'elles arriveront. Donc, comme je vous le disais, dans l'Antiquité, il n'y avait pas de matériel pour immortaliser les expériences de ces gens. Il n'y avait que des témoignages, et il y a eu beaucoup de témoignages. Dans l'Antiquité, on a eu Pausanias, qui a été témoin de la présence d'une entité dans un temple. On a eu en Égypte un parchemin qui a été retrouvé, qui est daté de 355 après Jésus-Christ, et qui rapporte un véritable cas de poltergeist. Cicéron, qui avait son avis sur pourquoi le fantôme ne peut pas parler. En fait, pour lui, le fantôme n'a pas de langue, n'a pas de palais, n'a pas de gorge, pas de poitrine, pas de poumon, et forcément, il ne peut pas parler. Voilà, donc ça, c'était la théorie de Cicéron qui a fait le buzz à son époque. Et il y en a plein comme ça, autant dans les garnisons militaires que dans la bourgeoisie du Moyen-Âge, dans la bourgeoisie de l'Antiquité, où des textes ont été retrouvés de personnes qui témoignaient des expériences qu'ils ont eues avec ce qu'ils ont appelé des fantômes, des esprits, des entités, le diable, le démon. Bien entendu, on a des châteaux hantés en Écosse, il y en aurait pour des heures si on devait tout lister, mais ça reste quelque chose de très intéressant. Oui, donc voilà, ouais. Donc effectivement, on ne peut pas parler d'enquête paranormale sans parler des Warren. Je vais y venir un petit peu plus tard parce que les Warren, c'est un couple absolument fabuleux. Qui ont fait des choses complètement atypiques, qui avaient un courage énorme, non seulement face effectivement au phénomène, mais en plus face au public et face au monde, parce qu'ils font partie des premiers qui se sont jetés à l'eau et qui se sont vraiment montrés. On en parlera un petit peu plus tard, parce que avant ça, je voulais donc vous parler de aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens peuvent se munir de matériel qui est capable de prendre des phénomènes paranormaux et de les enregistrer. Donc je vous ai fait une liste exhaustive du matériel que j'utilise moi, puisque j'ai fait pas mal d'enquêtes ces dernières années et que du coup je me suis un petit peu équipée. Par exemple, vous avez ce que les enquêteurs appellent le pod. Donc je vais attendre que l'image s'affiche à l'écran parce que j'ai trouvé comment mettre des images en plus du fond d'écran, donc c'est trop cool. Donc le pod, c'est un appareil qui émet un son et de la lumière lorsqu'un esprit passe à proximité. Alors, il y a des pods qui fonctionnent très bien. Il y a des pods qui sont tellement sensibles que la moindre variation électrique dans la maison va le faire réagir. Donc, c'est un petit peu comme l'autre appareil qui s'appelle l'EMF, qui sont à utiliser autant l'un que l'autre
quand même avec prudence parce qu'on s'emballe vite jusqu'au moment où on s'aperçoit qu'en fait, dans la maison, il y a des variations électriques et que c'est ces variations électriques qui provoquent la réaction de ces appareils. C'est pour ça que quand on fait une enquête, il faut se montrer critique. Voilà. Effectivement, sur YouTube, il y a énormément de groupes qui diffusent leurs découvertes. Et parmi ces groupes, il y en a qui manquent quand même de critiques et qui s'emballent et qui s'affolent pour le moindre petit spasme de leur appareil. Donc, personnellement, je trouve qu'il vaut mieux garder son calme et demander à ce que l'expérience soit faite plusieurs fois. C'est-à-dire que quand on est en présence d'un esprit, le défunt, très souvent, va s'approcher de l'EMF, qui est le petit appareil le plus connu et le plus fréquent dans les groupes de recherche paranormale. Euh, euh, il ne faut pas se contenter d'une seule prestation, j'ai envie de dire. Parce que si le défunt a trouvé le moyen de faire réagir le MF ou le POD, il va retrouver le moyen dans 5 minutes de faire la même chose. De quoi j'étais en train de parler? Oui, de l'EMF et du POD, voilà. À utiliser avec prudence. À utiliser avec prudence. Il y a aussi une chose qu'il faut savoir que moi j'ai remarqué de par mes expériences d'enquête. Tout le monde, toutes les entités, tous les esprits ne sont pas à même de faire réagir le MF et le POD. Les défunts y arrivent. Par contre, parce que je travaille beaucoup avec les anges, c'est impossible. J'ai tout essayé, voilà, j'ai absolument tout essayé. Ils ne font pas réagir ni le POD ni le MF. Donc j'ai laissé tomber. Par contre, effectivement, le défunt, lui, y arrive très bien et l'entité y arrive encore mieux. Voilà, donc quand ces deux appareils se mettent en route, je pense qu'il faut d'abord demander à ce qu'ils réagissent à nouveau, donc demander à l'esprit qu'il recommence, tout bêtement, et ne pas prendre ça pour argent comptant tout de suite comme ça, sans autre signe. Hop, donc je vais enlever ces deux images. Je passe au matériel suivant qui fait partie aussi du matériel de base des enquêteurs, qui est le dictaphone. Alors, ça a l'air de rien comme ça, mais le dictaphone est un outil qui est très intéressant et qui fonctionne autant avec ce qu'on appelle du bruit blanc. Alors le bruit blanc, en fait, ça va être, par exemple, le bruit d'une radio qui est positionnée sur du vide, où elle va faire un bruit de fond assez puissant. Et en fait, elle va générer les hertz qui sont nécessaires au défunt pour qu'ils puissent les utiliser et les moduler de façon à créer des paroles. On peut utiliser du vide tout court. Moi, j'ai eu pas mal de résultats finalement dans mes enquêtes à des moments silencieux où il y a vraiment une voix qui s'est posée dessus sous forme de chuchotement. Donc le dictaphone est un outil indispensable de l'enquêteur. On ne peut pas s'en passer, c'est impossible. Ensuite, un autre outil qui est très intéressant, c'est l'appareil photo numérique. Alors, à ce sujet-là, l'appareil photo numérique, il ne doit pas être de très très bonne qualité, en fait. De plus, il faut impérativement que le flash soit situé sur le côté de l'objectif et non pas sur le dessus, comme on le voit sur les appareils photo numériques de qualité d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Il se passe que, tout bêtement, avec un appareil photo numérique, on va chercher à prendre des orbes et des manifestations vaporeuses, on va dire.
Si le flash est au-dessus de l'objectif, il va éclairer l'objectif et il ne va pas éclairer la scène. Nous, ce qu'on cherche, c'est à éclairer ce qui nous entoure. Donc, le mieux, c'est d'avoir le flash à côté de l'objectif. Donc pour ça, c'est des petits appareils qui coûtent pas cher du tout, qui sont limite jetables et on les remplace tous les ans, plutôt que d'aller acheter un appareil photo qui va coûter une blinde et avec lequel on n'obtiendra rien, d'autant plus que ces gros appareils photo sont munis de filtres à poussière très performants. Et le problème, c'est que ces appareils photo confondent orbe et poussière. Donc, ils virent tout. Du coup, ça ne sert à rien. Voilà. Ça me fait penser au sujet des photos qu'on prend avec les téléphones portables et des vidéos qu'on prend avec les téléphones portables. Je vois partout sur Facebook des personnes qui postent des vidéos qu'ils ont fait avec leur téléphone où on voit effectivement des petits ronds lumineux se déplacer partout dans la pièce. Alors, peut-être que dans le lot, il y a des orbes, mais il y a surtout beaucoup de poussière. L'appareil photo du téléphone portable a beaucoup de mal à faire la distinction entre l'orbe et la poussière. Il ne va pas filtrer la poussière. Résultat des courses, on voit des gens complètement affolés sur les groupes qui disent « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ?» alors qu'en fait, c'est juste de la poussière. Et même si la maison est très propre, il y a toujours de la poussière en suspension. Donc, si on veut avoir une photo, on va dire, compétitive, entre guillemets, il vaut mieux partir sur des appareils photo numériques de ce type-là, plutôt que de chercher à obtenir des manifestations sur les appareils photo des téléphones portables qui sont très, très, très bons dans leurs images, très, très bons dans la pixelisation, mais qui vont tout prendre. Voilà. Donc ça, c'était l'appareil photo. Si vous avez des questions hein, sur les appareils photo, je répondrai à mon petit niveau comme je peux. On parlera des orbes à la fin, parce que j'ai rajouté dans les images quelques photos d'orbes que j'ai prises pour que vous puissiez voir à quoi ressemble une orbe. Un autre appareil que pratiquement tous les enquêteurs ont, et là c'est pareil en fonction de leurs finances qui vont être de toutes les qualités possibles et inimaginables, c'est la caméra. Alors, la caméra est un outil, j'ai envie de dire indispensable, parce qu'elle va peut-être remarquer des choses que nous, on n'a pas vues. C'est extrêmement rare, je tiens à le dire, pour avoir filmé des heures et des heures et des heures. C'est extrêmement rare, mais quand ça arrive, on est super content. Là, je dois dire que c'est les cris de joie. La caméra est importante parce qu'on peut par exemple la fixer sur l'EMF, c'est-à-dire que pendant qu'on fait autre chose, la caméra filme l'EMF, le petit appareil qui fait des lumières, et puis on le laisse tranquille, et puis si à un moment donné un défunt a envie de nous faire signe, même si nous, on n'a pas eu le temps à ce moment-là de voir l'EMF réagir, la caméra, elle, l'a prise en vidéo et on peut le voir a posteriori, plus tard. Dans la caméra, il y a aussi autre chose qui est important, c'est que dans toutes les caméras, il y a un micro et qu'il arrive que l'être à qui on s'adresse ne va pas s'adresser au dictaphone, mais va plutôt venir chercher la communication dans le micro de la caméra. Pourquoi? Parce que très souvent, on tient la caméra et plus proche de nous que le dictaphone. Pour peu qu'on soit ne serait-ce qu'un tout petit peu canal, la caméra marchera mieux que le dictaphone. Parce que l'entité, le défunt, l'esprit, ce que vous voulez, va venir plutôt chercher le contact près de nous, plutôt que vers les appareils, parce que ça leur demande beaucoup plus d'énergie d'utiliser la technologie, plutôt que d'aller se servir d'un canal ouvert humain. Donc il faut savoir une chose, c'est que quand dans l'équipe il y a un médium, obtenir des manifestations
sur nos appareils technologiques devient très sportif. D'abord parce que l'entité, elle va se servir du canal qui est ouvert et qui s'offre à elle. Et elle va parler à travers lui ou elle va lui donner ses réponses directement dans sa tête. Et là, on n'obtient absolument rien du tout, ni sur le dictaphone, ni sur les photos, ni sur la caméra. Voilà, c'est mort. Donc, quand il y a un médium dans l'équipe, ça devient un petit peu compliqué. L'idéal, bien sûr, c'est pas forcément évident. L'idéal étant de se fermer un peu et d'expliquer à l'entité que oui, oui, c'est bien, c'est super, on l'a entendu, mais on aimerait avoir des signes et des manifestations sur les appareils qu'on a emmenés à leur attention. Voilà, et j'en viens donc à un matériel qui est absolument cool. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des enquêtes la ghost box. Donc je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de ce qu'on appelle la ghost box. En fait, c'est un petit peu le même système que le dictaphone avec la radio, mais les ghost box sont paramétrés pour provoquer des variations de son et des variations d'ondes hertziennes qui vont vraiment faciliter la vie des entités. Alors, c'est pareil, dans le commerce, on trouve de tout. On trouve des trucs complètement nazes qui vont nous faire croire qu'on a eu des messages, alors qu'en fait, si on écoute la Ghostbox, qui en fait, c'est des sons qui sont répétés, qui sont répétitifs. Si il nous a semblé entendre, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, bonjour sur la bande, il va falloir, de la même façon qu'avec l'EMF, demander une répétition pour être sûr que c'est bien ça qu'on a entendu, pour être sûr que c'était bien une volonté que ce mot-là soit posé sur la bande et que ça ne soit pas le hasard de la bande. Sinon, il y a certaines Ghostbox qui sont juste magiques. Elles sont géniales. Les esprits et les entités arrivent à les prendre en main, j'ai envie de dire, de façon intuitive et facile, et qui leur demandent surtout beaucoup moins d'efforts que le dictaphone avec la radio. Donc on a tout à y gagner, effectivement, si on souhaite partir sur le terrain, d'investir dans une Ghostbox. Donc là, j'ai mis une image au hasard, parce que j'ai pas... Mais il y en a plein, en fait, il y en a plein. Donc voilà, donc ça c'était le matériel d'aujourd'hui qui, petit à petit, au fur et à mesure des années, est devenu très abordable. Par exemple, une bonne caméra, vous l'aurez pour 300-400 €. Un EMF, ça coûte rien du tout. Un appareil photo numérique de cette qualité-là, si ça coûte 60 €, c'est le bout du monde. Donc effectivement, les groupes qui se composent ont de plus en plus de facilité à acquérir un matériel de base qui va leur permettre de commencer à faire des sorties et d'obtenir des manifestations sur leur matériel. Donc oui, Ezio, effectivement, on peut fabriquer nous-mêmes des Ghostbox. Alors, pour avoir essayé plusieurs fois, c'est pas facile du tout, ou alors il faut être un super bricoleur et comprendre comment ça marche. Moi, je suis nulle, donc j'ai fini par laisser tomber. Et au final, je m'arrange plus du dictaphone qui tourne dans le vide que du matériel maintenant. Mais après, c'est vrai que je fais moins de sorties et que du coup, je suis un petit peu moins friande du matériel technologique. Qu'est-ce que ça amène, ce matériel technologique aujourd'hui? Effectivement, si ne serait-ce que 50 ans en arrière, c'était quasiment impossible d'amener au public des, ouvrez les guillemets, preuves, fermez les guillemets, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile finalement pour les détracteurs de démonter une photo ou un son que de se gausser ouvertement d'un témoignage. Effectivement, c'est vrai, il y a des fausses photos, il y a des fausses vidéos et il y a des faux audios. Mais il y a aussi des réalités.
Pour l'avoir testé, pour l'avoir expérimenté, je n'ai jamais truqué aucun de mes audios, je n'ai jamais truqué aucune de mes photos, je n'en vois pas l'intérêt. Et oui, bah oui, sur mes audios, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, sur mes vidéos pareil et sur mes photos pareil. Donc le résultat des courses, c'est que j'ai atteint mon objectif, j'ai été témoin de manifestations et j'ai réussi à en immortaliser quelques-unes. Voilà, c'est ce que le matériel d'aujourd'hui peut nous apporter. Donc tout ça, ça m'amène à ce dont je voulais vous parler au départ, qui était le phénomène YouTube. Et du coup, en travaillant le live la semaine dernière, ça m'a amené une question qui reste une question. Soyons d'accord, je ne juge personne, je ne rue pas dans les brancards et les gens font ce qu'ils veulent. Prenons pour exemple le château de Fougeray. Le château de Fougeray est un lieu très connu depuis des décennies. En fouillant un petit peu, j'ai trouvé entre 2014 et 2020 45 vidéos YouTube de 45 groupes de chasseurs de fantômes différents. Voilà, donc en 6 ans, 45 groupes se sont présentés au château de Fougeray, dont des groupes dans lesquels il y avait des médiums, mais pas tous. Alors, en partant du principe qu'on a une certaine quantité de rigolos qui vont trafiquer leurs vidéos et qu'il y a des gens sérieux qui ne vont pas trafiquer leurs vidéos et qui vont faire le travail correctement, il n'en est pas moins que 45 groupes en 6 ans se sont présentés au château de Fougeray et ont demandé aux esprits qui vivent dans le château de Fougeray de leur fournir des manifestations et des preuves de leur existence et de leur présence. Il n'y a pas que le château de Fougeray, hein. L'abbaye de Mortemer, 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 12. Et le sanatorium de, alors je suis très nulle en anglais, de Waverly Hills, qui est dans le Kentucky, qui est un lieu, pareil, hein, comme le château de Fougeray, extrêmement connu des chasseurs de fantômes et qui se pressent dans ces lieux-là pour aller essayer de récupérer des preuves de manifestation. J'en ai compté 27 entre 2009 et 2020, mais je vais être honnête, j'ai pas fouillé au-delà. Voilà, c'était uniquement pour les besoins du live. Je pense qu'il y en a beaucoup plus. Parmi eux, des groupes extrêmement connus, hein. Ghost Adventure, AZ Paranormal, BuzzFeed, Haunted Mario, il y en a plein. Au château de Fougeray, c'est pareil, hein. On a des groupes qui sont très connus, qui sont Paranormal France, RIP, Ghost Adventure, Esprit, Projet Activity, il y en a plein. Et Nurea TV, qui est quand même une chaîne numérique qui est connue, ils se sont eux aussi rendus sur place. Tout ça, ça me fait quand même, je ne sais pas pour vous, hein, mais ça me fait me poser quand même quelques questions. Question bête, hein, comment se fait-il que, au bout de 45 fois, il reste encore autant de défunts dans les lieux? Alors, il peut y avoir plein de théories. Il y a la théorie d'un portail, voire de plusieurs portails dans ces lieux qui amèneraient régulièrement des défunts, des entités, voire des démons. Il y a une autre théorie qui voudrait dire que en fait, ces lieux attirent, de par leur vibration, tous les défunts qui traînent dans le secteur, dans la région. Il y a plein de théories possibles. Mais il y a peut-être aussi la théorie de est-ce que ces personnes qui sont connues
dont certains groupes sont extrêmement respectueux. Il suffit de regarder leurs vidéos et on voit qu'ils sont respectueux. Pense-t-il à proposer de l'aide à ces âmes? Je ne sais pas. Moi, je ne peux parler que de moi. À chaque fois que je vais dans un lieu où j'ai obtenu des signes, je ne m'en vais jamais sans proposer mon aide. Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Je ne crois pas. Est-ce que c'est le cas de certains groupes de ces enquêteurs? Je le crois. Donc, la question reste entière. Honnêtement, j'ai pas de réponse, hein. J'ai pas de réponse. C'est juste que je me posais la question et du coup, j'avais envie de vous partager cette question. Du coup, je vais attendre un petit peu. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Ah, merci, copilote. Alors, est-ce qu'il y a une marque à prendre pour avoir une meilleure qualité pour les orbes? Alors, moi, il y a un appareil photo que j'aime beaucoup, qui n'est pas une vraie marque hyper connue. En fait, c'est la marque Traveler. C'est un tout petit appareil photo qui coûte pas très cher, qu'on trouve de moins en moins cependant parce que disons-le très clairement, c'est pas de la qualité. Mais tous les appareils photo qui ressemblent à celui-là seront bons pour prendre des orbes. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas que l'appareil photo qui joue, hein. Il ne faut pas que le lieu soit trop humide. Il ne faut pas qu'il y ait trop de vent. Il faut que le taux vibratoire soit suffisant pour que les orbes puissent s'exprimer. Donc, il n'y a pas que l'appareil photo, il faut aussi réunir les conditions et respecter les conditions pour pouvoir... pardon, désolé Raphaël, j'ai cité une marque qui est une fausse marque. Voilà. Alors, il faut aussi respecter les conditions nécessaires pour que les orbes puissent s'exprimer. C'est pareil, il y a différentes orbes. Toutes les orbes ne proviennent pas de la même expérience. Elles ne sont pas toutes là pour la même raison. Mais dans tous les cas, le mieux, c'est les appareils photo numériques avec l'objectif qui est sur le côté de l'objectif et pas au-dessus. C'est vraiment ça qui est important. Donc du coup, on parlait des Warren tout à l'heure, j'en viens aux Warren, parce que finalement, ils ont été les pionniers pardon, de l'aventure, de la médiatisation des enquêtes paranormales. Donc on se situe dans les années 50 et les époux Warren se sont lancés dans l'aventure folle de parcourir l'Amérique pour aider les gens et pour on va dire, nourrir leur théorie. Donc Lorraine était la médium et Ed, lui, était un démonologue qui a beaucoup étudié dans cet art-là. Ils étaient en lien étroit avec un prêtre dont je ne sais plus le nom, et ils travaillaient, on va dire, en adéquation avec l'Église. Ils ont écrit énormément de livres. De ces livres sont sortis beaucoup de films qu'on connaît, hein, Amityville, Annabelle, là, il n'y a que Amityville, Annabelle qui me reviennent, mais bon, ils ont écrit beaucoup de livres. Ils ont fait énormément de conventions où ils ont expliqué leur métier, où ils ont expliqué ce qu'ils faisaient, où ils ont expliqué ce qu'ils avaient expérimenté, ce qu'ils avaient découvert. Et des émissions sont passées d'abord à la télé et on peut trouver quelques reliquats sur YouTube si on cherche bien. Voilà. Donc, il faut savoir quand même que c'est un couple qui a été énormément controversé. Qui ont été traités de charlatans, qui ont été traités de voleurs, qui ont été traités de tarés. Mais
on ne peut pas leur enlever ce qu'ils ont réussi et on ne peut pas leur enlever la quantité de témoignages de personnes chez qui ils sont allés. Donc voilà, je pense que éventuellement, s'il y a un live à faire sur les Warren, ça sera l'occasion d'un live complet parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur eux et que ben, j'ai pas vraiment axé le live sur les Warren. Je l'ai surtout axé sur aujourd'hui et les groupes qui se sont formés donc depuis, on va dire depuis 2005-2006 et qui ont commencé à abonder sur YouTube. Bien entendu, donc depuis 2005 à peu près, voyant que des groupes s'étaient créés, ben, bien entendu, le commerce et le marché mondial s'est développé autour de ça. Alors, dans ce que j'appelle le marché mondial, en fait, il y a surtout deux choses. D'abord, il y a les hôtels, les manoirs, les châteaux, qui avaient vaguement, de temps à autre, une réputation comme étant hantés, qui ont sauté dans la mode et qui ont, on va dire, accentué les phénomènes qui sont dans leurs locaux. Après, il y a des hôtels et des manoirs qui ont de réels intérêts et qui ont de réelles manifestations et qui sont des gens honnêtes. Mais le marché étant ce qu'il est, l'humain étant ce qu'il est, c'est à ce moment-là qu'on a vu fleurir absolument partout des maisons hantées dans lesquelles il fallait payer pour entrer. Donc il y a cet aspect-là, le mercantilisme des propriétaires qui s'est réveillé subitement, alors que, soyons clairs, avant cette mode, les gens n'y allaient juste pas. Quand l'hôtel était hanté, les gens n'y allaient pas. Voilà, parce que ça faisait peur à tout le monde, donc ils n'y allaient pas. Aujourd'hui, c'est un vrai marché. Donc il y a eux, et il y a de plus en plus de sites internet qui vendent du matériel pour les chasseurs de fantômes, à tous les prix, pour toutes les bourses, de toutes les qualités. Et c'est pareil, faut quand même être prudent quand on va sur ces sites pour acheter du matériel parce que tout le monde n'est pas forcément à cheval sur l'honnêteté et la recherche de vidéos et de sons de qualité, mais ils vont se servir de la même façon que plein de boutiques ésotériques vont plonger dans le truc et vont vendre des pendules, des fausses pierres et des livres qui tiennent plus du fantasme que de la véritable spiritualité. Ces sites-là vont vendre de tout et de n'importe quoi. Donc il faut choisir avec attention le matériel qu'on va acheter sur ces sites-là. Néanmoins, ils existent et on trouve dans ces sites du matériel qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Je pense notamment aux pods, aux fameux pods dont je vous parlais tout à l'heure. Il n'y a que là-dessus, il n'y a que sur ces sites qu'on en trouve. Est-ce que je vais peut-être faire une petite pause. Est-ce que vous avez des questions? Du coup, je vais attendre un petit peu. Est-ce que vous avez des questions par rapport à déjà tout ce qu'on vient de dire? Bon, visiblement pas. Ok. Donc, du coup, où j'en suis? Oui. Donc, tout ceci m'amène à vous parler des dérives et des dangers de l'enquête paranormale.
parce que là, je vous ai fait plus ou moins quand même une apologie de l'enquête paranormale, parce que c'est vrai que c'est une activité qui est super sympa, qui se fait en groupe, qui amène beaucoup d'émotions, qui amène de la connaissance et qui amène finalement une confirmation sur des doutes qu'on pourrait avoir par rapport à l'existence des esprits, des entités et des défunts. Néanmoins, ça reste une activité qui n'est pas sans danger et qui n'est pas, qui n'est pas bénigne. En fait, juste, je vous invite à vous mettre à la place d'un défunt qui est coincé dans une maison pour X raisons et qui n'a pas trouvé la lumière. Il va voir arriver un groupe de gars équipés de la tête aux pieds. Julie, est-ce que du coup ça continue? Parce que moi j'ai un... Ah ben non, c'est bon, c'est revenu. J'ai l'impression que j'ai des latences. Bon, alors j'ai l'impression que j'ai des latences. Donc du coup, je sais pas. Voilà. Ça saute ou pas? Ça saute de temps en temps. Ça saute de temps en temps. Du coup, si vous m'entendez plus, dites-le, parce que moi je m'entends pas. Je sais pas si on m'entend. Bon. Ben, je vais partir du principe qu'on m'entend. Donc voilà, donc je disais, je vous invite à vous mettre à la place d'un défunt qui voit arriver une bande de personnes qui rentrent sans frapper, qui posent en vrac tout leur matériel, qui s'installent dans la cuisine, qui en font leur QG, qui branchent tout leur matériel, qui fait du bruit, qui fait de la lumière, qui parle de tout et de rien. Et qui se met tout d'un coup à déambuler dans la maison à grands coups d'appareils photo, à grands coups de rigolade, parce que beaucoup s'amusent, et c'est normal de s'amuser dans une enquête, on n'est pas là pour pleurer, on est là pour prendre des phénomènes. Résultat des courses, vous êtes le défunt, vous voyez ça passer, et les personnes vous disent, si vous êtes là, faites-moi un signe, vous avez qu'à appuyer sur vous avez qu'à toucher le petit appareil que je tiens là, et puis vous allez voir, ça va faire de la lumière. Allez, s'il vous plaît, faites-moi un signe. Au bout d'un moment, si ça fait très longtemps que vous êtes là, vous vous dites, en tant que défunt, ben peut-être que si je fais un effort et que je fais vibrer leur truc là, ils vont m'aider après. Voilà, et ça continue, et ça continue, et ça continue, et on prend des photos, et on demande aux esprits et aux défunts de parler sur un dictaphone, de se mettre devant l'appareil photo, de faire biper le MF, de faire biper le pod. On passe 1 heure, 2 heures, 3 heures. Parfois, on se prend des flips monumentaux parce que, ben, du coup, le défunt aura tapé dans une porte. Et voilà, Allez, merci, c'était sympa. Allez, bye. Voilà, quand ils disent au revoir. Donc, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des groupes qui font ça. Moi, je me suis mis à la place d'un défunt. Je l'ai fait. J'ai fait cet effort-là. Et je me suis dit que il y a peut-être des façons de faire, et que peut-être que si les défunts avaient accepté de jouer le jeu, peut-être qu'en retour, on pourrait, petit 1, se montrer poli, et petit 2, proposer de l'aide, bien entendu, si on ne s'est pas entre-temps aperçu qu'en fait,
l'entité qui avait joyeusement fait allumer tous nos appareils et qui s'était joyeusement montré sur les photos n'était pas un démon. Auquel cas, effectivement, il y a pas, c'est pas très grave si on n'est pas poli, quoi. Voilà. On peut pas, on peut pas considérer que à partir du moment où on ne voit pas ce qui fait bouger nos appareils, ça n'est pas grave. On ne peut pas le considérer comme ça. On ne peut pas non plus, quand on s'aperçoit que le défunt est un enfant, lui parler comme s'il était débile, ou devenir niais à souhait parce que peut-être que cet enfant qui est un défunt est là, lui, depuis 70 ans et qu'il en a vu. Voilà, je pense il faut essayer de se mettre à leur place. Avant d'entrer dans une maison qui est réputée hantée, il faut se mettre à la place du défunt qui est là, qui voit passer du monde, parce qu'il y a quand même de très fortes chances pour qu'on ne soit pas le premier groupe à passer, et que s'il est encore là, c'est qu'il n'a pas obtenu l'aide qu'il attendait. Ça, c'est ce que j'appelle les dérives de l'enquête paranormale, où finalement, ce qu'on va prendre sur nos appareils technologiques est plus important que la personne qu'on est venu voir. Bien entendu, je parle de ça, mais j'insiste, il y a des groupes qui sont très respectueux, qui font les choses bien. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Simplement, lorsque on regarde une vidéo YouTube sur une enquête paranormale, essayer d'avoir cet esprit critique-là et de regarder comment les personnes se comportent en entrant dans la maison et en s'adressant à l'invisible. Voilà, moi, il y a des vidéos, je les arrête en cours de route parce que c'est pas possible, ça me révolte. Après, bon, c'est ma sensibilité, je ne vais pas demander à tout le monde de se révolter, mais ça reste ma sensibilité. Moi, personnellement, de voir des personnes qui viennent consommer de la manifestation spirituelle, sans le moindre respect et en se disant que c'est pas grave, ça me révolte. Voilà. Voilà, c'est dit. Voilà, c'était mon petit coup de ralage. Donc on a ces personnes-là et ensuite on a bien sûr le phénomène des fakes. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, ces personnes qui viennent faire du fake? En fait, ils vont dans n'importe quelle bâtisse, qu'elle soit hantée ou pas, et ils fabriquent les manifestations. Bon, clairement, ces gens-là, ils cherchent du buzz. Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que une enquête paranormale, j'ai envie de dire, correcte et bonne, n'est jamais spectaculaire. Voilà. Dès que vous allez voir du spectaculaire, vous pouvez douter de la véracité de ce qui est relaté. D'expérience, le spectaculaire, soit ça craint vraiment, soit c'est faux. Les portes qui tapent, oui, bien entendu. Après, si vous appelez spectaculaire un coup sur une porte, effectivement, il y a du spectaculaire. Par contre, les brasiers ardents, les fantômes qui vont se présenter devant la caméra pile au moment où la caméra est là et qui vont lui dire coucou, j'émets des doutes. J'émets des doutes sur la véracité de ça et je pense que même s'il y en a peut-être quelques-unes qui ont réussi à prendre des créatures, des manifestations, des fantômes en photo et en vidéo, ils sont peut-être 1% de la quantité de vidéos qu'on voit sur le net. Une enquête paranormale, elle n'est pas faite pour être spectaculaire, elle est faite pour obtenir un début de réponse. Voilà. Il y a une question intéressante, je ne pense pas que ça soit une question Christelle en fait, mais du coup tu soulèves un truc qui m'intéresse. Pourquoi l'humain a besoin de preuves au risque de se mettre en danger ou de déranger les défunts? Et bien tout bêtement Christelle, parce que il y a des gens comme nous qui avons une ferme conviction
que notre vie d'humain n'est pas une fin en soi et que la mort n'est pas une fin en soi. Il existe énormément de gens qui ne savent pas et qui ont envie de comprendre ce qu'il y a après la mort, s'il y a quelque chose après la mort. Et les enquêtes paranormales, eh ben, l'air de rien, elles servent cette cause. Alors bien entendu, les sceptiques auront toujours quelque chose à dire, mais les personnes qui sont en recherche, qui sont en train de se poser des questions, qui aimeraient croire, de voir des enquêtes paranormales, finalement, ça leur donne accès à quelque chose auquel ils n'auraient pas eu accès sans ça. Et qui va peut-être les amener sur d'autres pistes, d'autres voies, d'autres rencontres qui vont ensuite leur permettre de se développer spirituellement. Les enquêtes paranormales, elles ne servent pas à rien, à mes yeux, hein, elles ne servent pas à rien. Elles servent justement à montrer aux gens qu'il y a peut-être quelque chose derrière la mort. Voilà. Moi, je ne crois pas qu'effectivement, tous les enquêteurs paranormaux cherchent le buzz. Moi, j'ai fait partie, pendant longtemps, d'enquêteurs paranormaux. J'ai fait des enquêtes. Je me suis pliée au jeu, je l'ai fait. Je l'ai fait par curiosité, je l'ai fait parce que ça m'intéressait, parce que j'avais envie de voir justement si on avait moyen de récupérer des informations sur du matériel technologique de la part d'esprit. Et bien moi, je suis convaincue que oui, parce que je l'ai vécu. Voilà. Et je ne cherche pas le buzz, pas du tout, je m'en fiche complètement. Par contre, effectivement, quand j'ai besoin, par exemple, d'illustrer un de mes propos face à quelqu'un avec qui je parle sur Facebook, je vais lui donner le lien, par exemple, d'une de mes vidéos, où je vais lui montrer quelques photos, de façon à appuyer mon discours et de façon à lui montrer mon travail. Je ne crois pas que tous les groupes d'enquête paranormale aient pour unique intérêt de créer un buzz. Il y en a, oui. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Oui, effectivement, il y en a, ils sont là que pour ça. Mais il faut rendre à César ce qui est à César. Dans la quantité hallucinante de groupes d'enquête paranormale qui existent, il y a des gens bien. Il y a des gens qui font leur travail correctement et qui le font bien et qui obtiennent des choses bien. Pardon, je suis désolée. Bon, il y a aussi un autre danger que je voulais aborder, parce que je l'ai vu plusieurs fois sur des vidéos et j'en ai parlé avec des personnes, donc je pense que c'est important d'en parler. Pourquoi est-ce qu'il faut faire attention pendant une enquête paranormale? On ne sait pas sur quoi on va tomber. Avec du bol, on va tomber sur un défunt super sympa qui va attendre qu'un truc, c'est qu'une fois qu'il aura fait bouger nos bidules, on l'aidera. Là, on a du bol. Si on n'a vraiment pas de bol, on peut tomber dans un nid de démons ou dans un nid d'entités. Et là, non seulement on va se faire allègrement attaquer, mais en prime, coucou Carole, bah, c'est pas grave, tu regarderas le replay si ça t'intéresse. Non seulement on va se faire attaquer, mais en plus on prend le risque de rentrer à la maison avec l'un d'eux. Et là, c'est quand même beaucoup moins sympa et ça prête moins à rire. C'est pour ça qu'il faut se protéger. Il faut se protéger. Il n'y a rien à faire. De toute façon, c'est vrai qu'on n'arrête pas de leur dire, on n'arrête pas de le dire et sur Enquête de lumière et sur l'éveil du cocon, puisque Christelle est là. Même si on se pointe avec du matériel et qu'on n'est pas vraiment dans le trip de jouer de la spiritualité ou de communiquer avec des guides ou des entités, on va quand même sur un lieu d'habitation qui appartient à des défunts, à des entités et peut-être à des démons. Donc il faut faire attention, se protéger, porter ses protections, se faire son bouclier de lumière, demander à ses guides qu'ils se mettent en mode warrior et qu'ils nous protègent quand c'est possible. Voilà, on peut pas faire n'importe quoi avec l'enquête paranormale.
Après, dans le spectre de prudence, bon, ben, il y en a qui vont faire preuve d'une prudence infinie et qui vont même aller peut-être envoyer leur guide avant d'y aller pour être sûr qu'on ne va pas tomber sur un truc qui va nous embêter. Et puis ceux qui vont en mode YOLO et puis on verra bien ce qui se passera. Mais moi, j'ai vu trop de choses aujourd'hui pour cautionner le mode YOLO. Parce que se retrouver avec, bon, on le sait, hein, se retrouver avec une entité ou un démon accroché, c'est tout sauf cool. Et avec de la chance, on connaît les bonnes personnes qui vont arriver à nous en débarrasser. Si on n'a pas de chance ou qu'on n'est pas dans la bonne situation ou qu'on n'est pas dans le bon cercle d'amis, on ne trouvera personne pour nous en débarrasser. Et je trouve ça dommage, juste pour avoir passé une soirée à jouer à se faire peur, de se retrouver ensuite tout le restant de sa vie malade, avec la guigne, avec tout ce qu'on connaît quand un démon est présent dans notre vie. Donc, se protéger, toujours. Donc voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour. Oui, si je voulais parler effectivement de tous les films que les enquêtes paranormales ont inspirés. Alors, il y en a pléthore. Il y en a pléthore. Johanna, peux-tu nous dire exactement ce qu'il faut prévoir pour aller faire une enquête sur le terrain? Tu es en train de me parler tu es en train de me parler du matériel des enquêteurs ou de la protection? Parce que du coup, ta question, elle a double sens. Le matériel, donc j'en ai parlé en début de live. Ouais, voilà. Merci Alicia. Je vais attendre 3 secondes. Alors oui, Christelle, c'est dangereux. Je suis entièrement d'accord avec toi, hein. C'est dangereux. Il n'empêche qu'il y a des gens qui le font. Et il y a des gens qui le feront. Et l'enquête paranormale, c'est pas nouveau. On en fait depuis l'Antiquité. Donc, à un moment donné, ça fait partie de notre monde. Ça fait partie de la vie. Et au contraire, aider les personnes qui vont sur le terrain à se protéger, c'est peut-être effectivement une solution, j'ai envie de dire, douce et acceptable, de leur dire, ok, tu pars en enquête, tu sais pas du tout où tu vas, tu sais pas du tout dans quoi tu mets les pieds, alors protège-toi, parce que l'accident, il est vite arrivé et ça peut t'embêter toute ta vie. Moi, j'ai rien contre les enquêteurs, hein, du tout, hein. J'ai absolument rien contre eux. Au contraire, moi, je trouve qu'ils amènent leur pierre à l'édifice. Il n'y a rien à faire, ils amènent leur pierre à l'édifice. Du coup, Johanna, les protections et le matériel. Alors, le matériel, ça va être, donc si tu regardes le replay, au tout début du live, j'ai parlé du matériel. En résumé, un dictaphone, une radio, un appareil photo numérique qui a le flash situé à côté de l'objectif et pas au-dessus. Et déjà, ça, c'est un matériel de base pour pouvoir, pour pouvoir partir en enquête. Sachant que le dictaphone et l'appareil photo, c'est les 2 éléments absolument essentiels d'une enquête. On ne peut pas partir en enquête sans ces 2 trucs-là, ça ne sert à rien, autant ne pas partir. Et au niveau des protections, bah, j'ai envie de dire, les protections qu'on utilise dans notre quotidien, autant toi qu'Alicia, que moi et que les personnes qu'Alicia a guidées, c'est les bonnes protections. Porter un tétragrammaton, porter des pierres de protection, se faire un bouclier de lumière, éventuellement faire une petite prière avant d'entrer dans la maison. Voilà, ça, c'est les protections habituelles. Et effectivement, quand on a des guides qui sont capables de nous défendre, ben, de leur demander de pas nous zapper et de ne pas nous laisser dans notre coin, que si jamais quelque chose approche, ben, voilà. C'est les protections habituelles, hein, quasiment les mêmes que quand on est chez nous. Alors, Alicia, juste pour aider, merci Alicia. Y a-t-il une différence entre les enquêtes qu'on fait chez les personnes ou les enquêtes dont on
parle ce soir. Euh, En fait, est-ce que tu parles des enquêtes qu'on fait à distance ou des enquêtes qu'on va faire sur place? Parce qu'il y a quand même, enfin, je trouve qu'il y a une différence. Euh, Forcément, l'enquête à distance, pour nous, physiquement, elle est beaucoup moins dangereuse, forcément, puisqu'on ne se présente pas physiquement sur le lieu où il y a potentiellement une entité. Euh, donc, on s'y prend différemment. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas les mêmes protections. Euh, quand on va sur place, oui, effectivement, c'est pas, voilà, il y a une différence entre les enquêtes que nous on fait chez les personnes à distance et une enquête qu'on va faire au domicile d'une personne ou dans un lieu réputé hanté. Et là, j'ai envie de dire, c'est la même chose. Que ce soit chez quelqu'un ou dans un lieu réputé hanté, c'est exactement la même chose. Dans tous les cas, si on n'a pas pris la peine de faire un check à distance avant de se rendre sur place, on ne sait pas sur quoi on va tomber dans tous les cas. Donc, dans tous les cas, les protections, du matériel chargé et, ah oui, ça j'ai oublié de vous le dire, les entités et les défunts ont une furieuse tendance à décharger les piles. Donc, on peut partir avec du matériel chargé à bloc. Voilà, toutes les barres sont remplies, toutes les piles sont pleines. On arrive sur place et 20 minutes plus tard, il n'y a plus de piles. Donc, une précaution à prendre, super intéressante, c'est de prendre des piles de recharge, de prendre des chargeurs nomades, voilà, de faire attention à ça, parce que quand au bout de 20 minutes, on s'aperçoit que le matériel ne marche plus parce que l'entité s'est amusée à vider les piles, en vrai, elle ne s'amuse pas. En vrai, elles ne s'amusent pas, c'est qu'elles vont se servir. Elles vont se servir de toutes les ressources qu'elles ont pour pouvoir mettre en route le matériel qu'on lui demande de mettre en route, tout bêtement. Euh, donc, il n'y a pas forcément de malice dans le fait qu'elles vident les piles. Par contre, c'est un fait. Il faut toujours avoir des batteries de secours, des piles de secours. Alors, je dis ça, là, je fais ma belle, hein, mais très souvent, j'oublie les piles. Hein. Voilà. Donc, en fait, c'est un truc à mettre dans son petit carnet de notes, ne pas oublier des piles de rechange, ne pas oublier toutes les batteries chargées à bloc, parce que dans tous les cas, si on tombe sur une entité ou un défunt un peu couillu qui est un peu énervé, il va vider les piles. Voilà, il faut le savoir, c'est important à savoir. Donc oui, voilà, effectivement, donc le danger, c'est pas le même. C'est pas le même. Effectivement, on prend toujours des risques en faisant nos enquêtes à distance. Faut pas croire que quelqu'un qui fait des enquêtes à distance ne prend aucun risque. C'est pas vrai. On prend des risques, mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes et effectivement, on prend quand même sans protection, beaucoup plus de risques à se retrouver dans un château hanté, rempli d'entités et de démons, que d'aller checker la maison d'une maman, d'une mère de famille qui a peut-être juste une entité chez elle. Voilà, c'est pas la même chose. Est-ce que quelqu'un qui s'essaye à un matériel d'enregistrement sonore pour essayer d'entendre peut attirer des entités mauvaises? Alors, oui, tout à fait. Et j'ai même envie de dire, s'il y a des entités mauvaises dans le secteur, c'est les premières qui vont se précipiter sur le matériel d'enregistrement. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Hein. Voilà, il n'y a rien à faire, c'est pour ça qu'il faut faire attention et qu'il faut prendre les protections nécessaires à ne pas se retrouver, ancré à une entité. Si oui, peut-il la ramener chez lui lorsqu'il tente de filtrer la bande sonore? Oui. En fait, oui. Donc en fait, la question est intéressante. Par exemple,
je vais aller dans un château hanté en mode YOLO, je prends aucune protection et j'allume mon dictaphone et je demande à qui veut d'aller parler sur le dictaphone. Imaginons que ce soit une entité qui me tombe dessus, elle va jouer le jeu, elle va peut-être même me faire croire que c'est un être de lumière, allez savoir. Elle va me faire croire tout ce que je veux entendre et elle va parler et on entendra, au final, on n'entendra qu'elle. Heu et l'empreinte vibratoire qu'elle va laisser sur la bande sonore peut être reliée à elle. Ça veut dire qu'au moment où on va commencer à retravailler la bande sonore, à la nettoyer et à se la tourner en boucle sur notre ordinateur avec les haut-parleurs à fond, ben oui, on va l'attirer, bien entendu qu'on va l'attirer. C'est pour ça qu'il faut quand même faire attention. Il faut faire attention en amont, pendant l'enquête et après, quand on va nettoyer les bandes et qu'on va visionner les vidéos, parce que quand on nettoie les bandes et qu'on consulte les vidéos, on va les faire tourner 50 milliards de fois pour être sûr qu'on a bien entendu ce qu'on a entendu, pour être sûr que d'autres personnes vont entendre la même chose, pour être sûr qu'on n'a pas halluciné en voyant un truc passer hors champ de la caméra. Donc, tout ce qui est empreinte vibratoire qui va être laissée sur les enregistrements vont être reconnaissables. Donc, elle peut suivre le fil tout bêtement. Alors, l'électromagnétisme, c'est ce qui va faire réagir les appareils. Tout bêtement. Alors c'est pour ça que je disais en début de live, le pod, l'EMF, qui sont des appareils qui en fait réagissent aux ondes électromagnétiques. Si on met un téléphone portable à côté, forcément ça va réagir, c'est sûr. Mais de plus, s'il y a des variations électriques dans la maison, ils vont réagir. Donc l'électromagnétisme, c'est ce que va utiliser le défunt pour faire marcher ces appareils. Mais ils ne sont pas les seuls à pouvoir faire marcher ces appareils. Donc il faut être prudent quand on se sert de ce matériel-là et rester critique et demander des répétitions. Je sais que quand moi je fais des enquêtes, je demande très souvent des répétitions au défunt en disant: «Est-ce que tu peux s'il te plaît le refaire? Est-ce que tu peux encore s'il te plaît le refaire? Parce que je ne suis pas sûre». Si le défunt a accepté de jouer le jeu une fois, il acceptera de jouer le jeu plusieurs fois. Voilà, et je voulais parler d'un truc et je ne sais plus quoi maintenant. Voilà, je suis perdue dans mes trucs. Est-ce qu'il y a des questions que j'ai ratées? Je crois pas. Alors, Raphaël. Donc, attends. Hop, c'est une porte ouverte qu'on offre aux effets négatifs. Du coup, que conseilles-tu à quelqu'un qui se dit: «Tiens, je vais le faire, c'est facile et cool comme dans les films»? Ben, je vais lui dire ça. Je vais lui dire: «C'est bien, mais protège-toi». Voilà, donc on a un protocole de protection quand même, qui est diffusé sur Enquête de Lumière, qui tient la route et qui a déjà prouvé son efficacité. Donc si on fait attention à son lieu de vie et qu'on met les protections nécessaires, qu'on allume les encens adéquats au moment où on travaille sur son ordinateur avec ses bandes sonores, qu'on s'est fait un bouclier de lumière, qu'on a demandé à nos guides de faire attention à ce qui entrait, de faire attention à ce qui venait nous parler, on minimise les risques. Alors ça ne veut pas dire qu'on est en risque zéro, de toute façon, nous on le sait bien qu'on n'est pas en risque zéro, ça n'existe pas le risque zéro. Mais minimiser le risque de se retrouver emboucané par une entité alors qu'on a juste voulu faire mumuse avec un dictaphone, ben voilà, c'est peut-être ce qu'il y a de plus prudent. Et on sait bien que je suis quelqu'un de très prudent, voilà. Donc je vais peut-être vous montrer quelques photos des orbes que j'ai pris chez moi, de façon à ce que vous puissiez avoir une visibilité de ce à quoi ressemble une orbe. Donc comme je vous le disais, les orbes, elles sont à prendre dans des conditions qui sont favorables à la prise d'orbes. S'il y a trop d'humidité dans l'air, c'est pas la peine.
c'est même pas la peine de commencer parce que vous allez avoir plein de petites bulles lumineuses. Mais au final, dans ces plein de petites bulles lumineuses, vous allez avoir peut-être une orbe ou deux, mais vous allez peut-être pas forcément les reconnaître. Christelle, les filles le font sur mes lives, donc est-ce que c'est dangereux pour elles et pour moi? Ah oui, c'est vrai, tu as des personnes qui t'aident et qui enregistrent ce que tu dis. Ben, à partir du moment où toi, chez toi, tu es protégé, tu as fait ce qu'il fallait pour te protéger, que elles, chez elles, elles ont fait ce qu'il faut pour se protéger. Brûler un encens correct, demander la protection, faire la petite prière qui va bien, faire en sorte que le taux vibratoire de la maison soit correct. A priori, elles prennent pas une quantité infinie de risques. Le tout, c'est de se protéger. On le sait, on le dit, on le répète, on le rabâche. Le tout, c'est de se protéger. À partir du moment où on est correctement protégé, où on a suivi le protocole, il n'y a aucune raison pour que ça soit un gros démon du chaos qui vienne nous attraper les cheveux et nous emmener dans son truc. Enfin, c'est sûr qu'on ne peut pas faire ça en mode YOLO. On fait ça en mode YOLO, on augmente les chances d'avoir autre chose qu'un simple défunt ou qu'un guide qui vienne poser sa voix sur la bande et qui donc va mettre son empreinte énergétique dessus. Voilà. Donc, sur la photo, il y a plusieurs types d'orbes. Donc en fait, il faut savoir que ces photos, donc je vais peut-être mettre la suivante, ces photos ont été prises lorsque il a fallu que je m'entraîne beaucoup. Et un de mes guides a placé ce qu'il a appelé, lui, des orbes de dissimulation. En fait, elles ont une empreinte énergétique de lumière qui me cachait, si j'ai bien compris. Donc, cette première photo-là, c'est ces fameuses orbes énergétiques de dissimulation. La suivante, ben, c'est tout bêtement l'expression de l'un de mes guides qui a bien voulu jouer le jeu et qui s'est laissé prendre en photo. J'aime beaucoup ça, là, elle est très jolie. Donc, là, on est sur de la photo d'orbe. On est sur de la photo d'orbe. Celle-ci est de couleur. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Avec une note plus pâle derrière. Et en fait, comment dire? Pour être sûr que c'est une orbe, en fait, si vous regardez bien, elle ressemble à une cellule. Dès que vous voyez ce tour plus dur que l'intérieur, vous pouvez être à 90% sûr que c'est une orbe. De plus, alors moi, je suis nulle avec les photos, donc je ne le vois pas. Certaines personnes disent qu'elles voient des visages à l'intérieur. Je ne m'avance pas, moi je suis très nulle avec les photos. Par contre, je sais bien faire la différence entre une orbe et de l'humidité ou une orbe et de la poussière. La poussière, elle est plus diffuse. Vous n'avez pas aussi nettement cet entourage. Ça fait vraiment penser à une cellule en fait. On a vraiment l'impression que le bord du cercle est dur. Alors que bon, je suis presque sûre que non, mais on a l'impression. Et qu'est-ce que c'est qu'une orbe? Alors, une orbe, en fait, il y a plusieurs types d'orbes. Il y a des orbes qui sont, en fait, la trace de la présence d'une entité, d'un défunt ou d'un guide. C'est l'expression de leur énergie. Après, il y a des orbes qui sont, entre guillemets, complètement fabriqués par certaines entités et qui vont servir à cacher quelque chose, ou à faire tomber le taux vibratoire, ou à le faire monter, ou à provoquer des manifestations en les concentrant, en faisant plein, et en les concentrant ensemble. L'orbe, c'est simplement la manifestation énergétique de l'invisible.
donc la suivante, je l'ai prise dans un salon. Je la trouvais jolie parce que d'abord elle est très grosse, donc elle va arriver, hein. D'abord elle est très grosse, elle est un peu palote, mais si vous regardez bien, elle est unique. Elle est unique. Et là, quand vous tombez sur une photo, où vous avez une orbe toute seule et qui n'a pas de copine, là, vous pouvez être sûr à 130% que vous avez affaire à une orbe. Une poussière, elle n'est jamais toute seule. Elle va arriver, la photo. Elle va arriver, la photo. C'est vrai que c'est long, je ne me rends pas compte. Mais voilà. Donc voilà, celle-là, elle a été prise dans un salon. Alors, je suis très déçue parce que je m'étais dit, bêtement, à ce moment-là, j'étais à mes débuts, que dans un salon, comme, je ne sais plus, c'était un truc manga, je ne sais plus quoi, que dans un salon, j'allais forcément arriver à photographier plein d'orbes. Et puis, en fait, bah non. Voilà, donc j'étais déçue, mais j'ai quand même réussi à en prendre une très jolie, très grosse. Et surtout, le fait qu'elle soit toute seule, quand vous arrivez à prendre une photo comme ça, où vous avez une orbe toute seule dans le décor, là, vous avez quand même, de fortes chances qu'il s'agisse bel et bien d'une orbe. Voilà, même si elle est un peu palote. D'abord parce qu'il y avait beaucoup de lumière dans ce bâtiment, que j'ai pris la photo à la va-vite, que je n'ai pas spécialement eu l'intention de prendre des orbes en photo. Donc bon, c'est pas trop mal pour ça. Voilà, donc j'en ai encore quelques-unes. Donc la suivante, elle a été prise au cours d'une enquête chez des amis à moi, où il y avait énormément de manifestations, notamment au bord d'une piscine. Il y avait un défunt qui était en train de trépigner pour qu'on l'aide. Et je trouve cette photo très emblématique, on va dire, dans mon histoire d'enquêteur, parce que le défunt était bel et bien assis sur ce fauteuil. Et là, c'est une orbe au-dessus de mon chien. Voilà, donc ça vous permet de voir la différence entre, vous voyez, par exemple, les deux petites taches qui sont sous l'orbe, ce ne sont pas des orbes, et ça se voit. Voilà, la différence entre les orbes et les poussières, c'est ce fameux cercle qui entoure les orbes et qui se retrouve systématiquement. Moi, j'en ai déjà vu. Johanna demande si on peut voir des orbes à l'œil nu. Ça m'est arrivé de suivre la route d'une orbe, mais bon, dans des conditions bien particulières, en sortant de méditation, avec la maison très calme, enfin voilà, j'avais accumulé plein de conditions qui m'avaient finalement permis de la voir. Alors, est-ce que je l'ai vue avec mes yeux physiques ou pas? Je ne saurais pas le dire, mais effectivement, j'ai vu des orbes à plusieurs reprises. Voilà. Et pour finir, c'est pas ça. Pour finir, hop, il n'y a pas si longtemps que ça, là, j'avais fait une sortie, bah, justement, avec Raphaël et Alicia. J'ai pris un tout petit bout de la vidéo pour vous montrer la réaction d'un EMF en présence d'un défunt. Bon, en l'occurrence, là, c'était plutôt une amérante, mais voilà, ça va arriver. Ça va arriver, voilà. Donc en fait, comme je vous disais, le spectaculaire chez moi, ça n'existe pas. Je n'ai jamais rien eu de spectaculaire. Par contre, le MF qui s'allume, alors que pendant plus d'une heure, dans ce même endroit, il ne s'allumait pas, voilà. Pour moi, ça c'est une réussite. Donc j'ai pris qu'un petit bout de cette vidéo, hein, parce que le reste n'avait pas beaucoup d'intérêt. Il faut savoir que nettoyer des vidéos, nettoyer des bandes son, c'est très long, parce que c'est ardu, hein, ça prend du temps. Et mais ça reste quelque chose d'assez passionnant. À partir du moment où
on respecte les êtres qu'on va voir, à partir du moment où on n'hésite pas à leur proposer notre aide, à partir du moment où on ne consomme pas du défunt, j'ai envie de dire, et que on reste critique et prudent quant aux preuves, entre guillemets, qu'on récupère pour pouvoir ensuite présenter son travail aux personnes qui sont intéressées. Moi, j'ai envie de dire, c'est une jolie activité qui amène très souvent plein d'émotions, beaucoup de questionnements et on repart de ces lieux, avec beaucoup plus de questions qu'on en avait au départ. Mais c'est le jeu et c'est aussi ça, la spiritualité, c'est finalement d'obtenir une demi-réponse et qu'elle provoque derrière 3 autres questions. C'est notre j'estime que dans le travail de la spiritualité, on est tout le temps en recherche. L'enquête paranormale sur terrain fait partie de ces recherches, amène des choses qu'on ne croise pas ailleurs et permettent à des personnes qui n'osent pas franchir le cap de la spiritualité, qui n'osent pas rentrer dans une boutique ésotérique et qui ne vont pas aller dans des groupes de spiritualité parce qu'ils ne comprennent pas, que ça leur fait peur et qu'ils sont dans l'incompréhension. Les enquêtes paranormales est une façon, on va dire, plus facile et plus abordable de commencer à avoir quelques petites réponses et donc à provoquer de nouvelles questions qui vont nous amener vers une recherche spirituelle. Donc, en ceci, l'enquête paranormale est intéressante, en sachant tout de même qu'il faut garder notre cerveau cartésien ouvert, qu'il faut garder notre esprit critique présent et qu'il ne faut pas non plus sauter sur un EMF qui va se mettre à s'actionner sans réfléchir à qu'est-ce qui aurait pu le mettre en route si ce n'est pas une entité. Voilà. Et bien sûr, protégez-vous, protégez-vous, protégez-vous. Si vous avez des questions ou des témoignages, n'hésitez pas à les mettre dans la suite en commentaire. Parce que là, du coup, vous avez eu droit finalement à mon analyse personnelle et à mon propre témoignage de l'enquête paranormale. Mais je ne détiens pas la vérité. Et il y a peut-être des choses que j'ai loupées ou des choses que j'ai mal comprises. S'il y a des spécialistes de l'enquête paranormale dans la troupe, n'hésitez pas à poser votre témoignage et à partager votre expérience parce que je pense que c'est un aspect intéressant de la chose. Voilà, et je suis hyper ponctuelle comme fille. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis arrivée sur le live à l'heure et je termine le live à l'heure. Voilà, donc je suis super fière de moi. Si vous avez des questions, je vais attendre un petit peu et puis ensuite, je vous ferai un bisou. Ok, bon, visiblement. Ah, pardon. Jérémy Becca, bonsoir à tous. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des objets qui volent dans la pièce et des prises de courant qui se débranchent? À quoi ça consiste? Alors, personnellement, je n'ai pas été témoin d'objets volants. Je ne dis pas que c'est impossible parce que je reste convaincue que c'est possible. Mais c'est possible dans le contexte où vous avez affaire à un véritable poltergeist. Soyons clairs, les poltergeists ne sont pas la majorité des défunts qu'on peut rencontrer. Fort heureusement d'ailleurs, parce que se prendre une casserole en travers de la tête, je pense que ça fait mal. Mais je reste convaincue que c'est possible, je reste convaincue que ça existe et que des gens ont déjà été témoins d'objets qui volent dans la pièce. Quand tu dis les prises de courant qui se débranchent, en fait, c'est les plombs qui sautent. Oui, clairement, étant donné que les défunts, notamment, peuvent agir sur l'électricité, peuvent agir sur leur environnement électromagnétique. Donc,
Ils peuvent flinguer des prises électriques. Ils peuvent flinguer des appareils. Quand je disais tout à l'heure que quand on arrive sur le lieu d'une enquête, si on a juste un lot de piles, bah, c'est mort parce que dans 20 minutes, il n'y a plus de piles dans aucun matériel. C'est qu'en fait, ils s'en servent, donc ils sont capables de le faire. Après, ça dépend sur quel type d'entité ou de défunt on va tomber. Si on tombe sur des gens cool, avec qui on va passer une soirée cool, il va rien se passer de tout ça. Voilà, faut pas perdre de vue ça. Et surtout, surtout à partir du moment où on rentre dans l'idée qu'on va faire une enquête, on le fait dans l'amour, on le fait dans l'envie de rencontrer quelque chose qu'on ne rencontre pas tous les jours. On le fait dans l'envie de partager une expérience et de partager des mots et des émotions avec quelqu'un qui n'est pas dans notre plan, qui a beaucoup de choses à nous apporter et dont nous avons beaucoup de choses à lui apporter. Et surtout, surtout, à partir du moment où on s'aperçoit de quelque manière que ce soit par la médiumnité, par le pendule, par l'audio, par la TCI, par la vidéo, qu'un défunt est en train de nous appeler au secours, aidez-les. Voilà. C'était mon message, c'était mon message. Voilà. Ben, je pense qu'on a fait le tour et je vous remercie à tous, d'avoir suivi ce live. J'espère que j'ai pas été trop ennuyeuse et que j'ai répondu à quelques-unes de vos questions et que j'ai pu, vous partager, mon expérience en la matière, de façon claire. Je ne sais pas si j'ai été très claire tout le temps, mais bon, voilà. C'est la première fois que je fais un live, alors excusez-moi. Voilà, eh ben, je vous fais un bisou. Et puis, je vous dis à très bientôt sur Enquête de Lumière. La prochaine fois, ça sera probablement Alicia qui proposera un live. Je ne sais plus sur quoi. Peut-être qu'elle ne me l'a même pas dit, donc du coup, voilà. Et je vous souhaite une